Autriche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Guillaume Jouvet. Guillaume Jouvet, Faculté des géosciences et de l'environnement, Institut de dynamique des surfaces terrestres, professeur de glaciologie. Quand on dit oui, les glaciers ont déjà été plus petits qu'aujourd'hui, oui, alors, il y a des évidences que les glaciers ont pu potentiellement être plus petits qu'aujourd'hui, mais c'est pas la question. Ce qui est inédit, c'est pas l'état des glaciers, c'est la rapidité du changement. Si on sait que la fonte des glaciers alpins ces dernières années est inédite, c'est parce qu'on connaît leurs variations et évolutions au cours des différentes périodes de glaciation de la Terre. Oui, le glacier est un baromètre du climat, et non, les scientifiques ne racontent pas de bobards, ne trichent pas, ne mentent pas. Le réchauffement climatique est incontestable. Pour comprendre comment le glacier est devenu l'emblème du réchauffement climatique, Guillaume Jouvet nous emmène tout là-haut, dans les Alpes. Donc les Alpes, c'est à peu près 4000 glaciers, et une petite moitié est en Suisse. Quand je dis une petite moitié, en fait, la Suisse est très généreusement dotée en glaciers, puisque notamment elle a le plus gros glacier des Alpes, donc le glacier d'Aletsch, qui est vraiment un colosse. Et puis, de façon pas très surprenante, donc les glaciers, c'est principalement, peuvent se former où il y a des montagnes qui sont relativement hautes. Et encore une fois, la Suisse est relativement bien dotée en 3000, en 4000, et c'est ce qu'il nous faut en fait pour avoir des glaciers. Donc c'est pour ça qu'on a notamment beaucoup de glaciers en Suisse, mais on en a évidemment en France, en Italie, en Autriche et quelques-uns en Allemagne. Typiquement, pour qu'un glacier se forme, on a vraiment besoin d'avoir des grosses zones d'accumulation. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de larges espaces qui sont hauts. Quand on regarde la chaîne topographique des Alpes, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui combinent ces conditions. La région du Valais, et puis les régions frontalières en France et en Suisse, le massif du Mont Blanc sont partie de ces quelques régions qui sont favorables à la production de glaciers, voilà, en tout cas à ce qui puisse se maintenir. À un moment donné, dans une montagne, parce qu'il faut être relativement haut, c'est que les températures moyennes font que les précipitations neigeuses n'ont pas complètement fondu sur une année. Du coup, la neige va s'accumuler, la neige va se transformer en glace sous son propre poids et va se former un glacier. Il y a différents processus derrière, donc il y a évidemment toute l'interaction avec le climat, les précipitations neigeuses qui se transforment en glace et la fonte. Et il y a aussi la dynamique de la glace. Donc à un moment, la glace, ça va s'animer comme un fluide visqueux, comme du miel. Elle va couler littéralement sur la montagne. Et c'est vraiment cette combinaison de sur l'eau, l'accumulation de précipitations neigeuses, la dynamique qui va tirer la glace vers le bas, puis à un moment, la glace va arriver au fond de la vallée où les températures sont plus clémentes, et la fonte va prédominer. Voilà ce que c'est qu'un glacier. Évidemment, si on va faire un climat chaud, à un moment, les glaciers vont naturellement plus fondre que recevoir d'accumulation. Ils vont avoir tendance à se retirer. À l'inverse, si on diminue les températures, on va permettre beaucoup plus d'accumulation et les glaciers vont avancer. Une période glaciaire, c'est une période de froid, comme le nom le suggère. C'est ce qui s'est passé derrière l'ère du Quaternaire, donc je parle des derniers 2,5 millions d'années. Donc il y a eu une succession d'ères froides, des cycles glaciaires, et d'ères plus tempérées, donc comme on est maintenant, d'ères interglaciaires qui durent à peu près 20 000 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est acté, ça s'est produit en une dizaine, vingtaine de fois durant cette période du Quaternaire. La température moyenne sur la planète est largement conditionnée par l'énergie que le Soleil lui apporte. Sans parler de la capacité de rétention qui peut être liée au gaz à effet de serre, ce qui est encore une autre chose. Mais en gros, le forçage important, c'est vraiment la quantité d'énergie qui arrive qui va déterminer les températures. Et c'est pour ça qu'il y a eu des petites variations orbitales qui sont relativement, d'un point de vue général, qui sont relativement petites, qui ont des grandes impacts sur la température sur la Terre. Et c'est ce qui a produit cette variation naturelle sous forme de cycle. Et vraiment, cette régularité, encore une fois, elle est vraiment liée à des phénomènes orbitaux. On le sait par les principes de la physique, mais on le sait aussi parce qu'on a des archives climatiques où on enregistre ces cycles. C'est les archives climatiques probablement les plus précieuses proviennent de carottages qui sont faits en Antarctique notamment. On a pu vraiment relire l'histoire de notre climat et retrouver ces périodes de froid et de chaud. Le dernier cycle glaciaire, c'était une période, il y a eu à peu près 100 000 ans de froid.
Et les températures ont commencé à se réchauffer il y a à peu près 20 000 ans. Et donc, à la fin de ce dernier cycle glaciaire, donc on a eu vraiment une grande période de froid qui ont permis aux glaciers de se développer. On était vraiment au minimum des températures et donc au maximum des glaciers. Et ça, c'est assez bien référencé. On sait que typiquement, dans les Alpes, il y a 24 000 ans, les glaciers étaient à leur maximum. Et ils étaient tellement grands que tout le Valais était couvert de glace. Le Valais en lui-même était une énorme zone d'accumulation neigeuse qui transportait des glaciers qui couvraient tout le canton de Vaud. Une partie allait jusqu'à Solerne, une autre partie allait en France jusqu'à Lyon. Quasiment 90% de la Suisse était recouvert de glace à ce moment-là. Pourquoi d'ailleurs on le sait, comment c'est possible, comment on a pu le reconstituer, parce qu'on a des cartes qui sont relativement précises. Hein. Tout ça, il faut s'imaginer qu'il y a un certain nombre de témoins sur le paysage qui ont été laissés. Il y a notamment ces énormes blocs erratiques qu'on peut voir le long de la chaîne du Jura, vers Neuchâtel, vers Solerne, il y en a partout en fait, qui ont été vraiment littéralement déplacés. Des granites qui ont été pris dans les massifs, notamment du Mont Blanc, qui ont été déplacés par la glace et qui ont été déposés. Ça. On a toutes sortes de moraines, on a toutes sortes d'indicateurs en fait qui témoignent en fait de la présence de glaciers. Et d'ailleurs, si on veut comprendre le paysage d'aujourd'hui, il faut faire de la glaciologie, il faut comprendre comment les glaciers sont formés et du coup, il faut comprendre notre climat. Et c'est ça, en fait, une grande partie du métier de glaciologue, c'est de pouvoir nous raconter l'histoire, la grande histoire de notre paysage. C'est une partie du job. C'est une partie du job parce que je pense que la glaciologie est vraiment essentielle si on veut comprendre. Il n'y a pas que ça, je ne veux pas mettre tout le crédit sur la glaciologie. La glaciologie est une composante qui intervient, il y a beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la glaciologie était vraiment un point d'union entre pas mal de disciplines. Évidemment, c'est très connecté au climat, on est connecté à la géologie. Et elle-même, dans la glaciologie, c'est une science qui est très interdisciplinaire. Parce qu'on a besoin, je suis principalement modélisateur, donc j'ai besoin de faire de la physique pour comprendre les processus. J'ai besoin de faire des mathématiques pour les décrire mathématiquement avec des équations. J'ai besoin d'informatique pour faire tourner mes modèles avec des ordinateurs. On a besoin de télédétection pour avoir des données. On a besoin de géographie, on a besoin d'éléments de la géologie. C'est très, très, très interdisciplinaire. Je m'appelle Guillaume Jouvet, je suis professeur de glaciologie à la faculté de géosciences à l'université de Lausanne. Aujourd'hui, notre capacité d'observation et notre capacité de stockage des données est considérable et très récente. Donc on est passé aussi dans une nouvelle ère d'un point de vue de la recherche. Après, on a aussi le luxe d'avoir, notamment en Suisse, des glaciers qui ont été surveillés, qui ont été repérés, photographiés, et ça depuis relativement assez longtemps. On a notamment des photos du glacier du Rhône qui datent vraiment du petit âge glaciaire, au moment où les glaciers étaient à leur maximum. On a cette image de glaciers absolument conséquents, énormes, avec des formes qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui, quand on avait vraiment des crêpes, le glacier du Rhône terminé avec une forme de crêpe dans la vallée, parce qu'il s'affaissait. C'est une période qui était un peu plus froide que maintenant. Quand je dis un peu plus froide, je parle de 1-2 degrés. Mais 1-2 degrés, ça a des grosses conséquences sur les glaciers. Les glaciers ont une certaine inertie. Certains glaciers ont réagi à ce climat et ont atteint leur maximum un siècle plus tard, en 1850. Et en général, les moraines qu'on a dans les Alpes, ces moraines très proéminentes qui témoignent de la place des glaciers qu'il y avait dans le passé récent, on va dire, datent de cet âge-là, de 1850. Et après, depuis, ils ont jamais arrêté de décroître. Maintenant, le fait est que le petit âge glaciaire, d'ailleurs, c'est un peu un mot qui peut prêter à confusion, parce que c'est pas du tout un âge glaciaire, hein. C'était une période un peu plus froide, mais ce maximum-là est probablement un des moments où on avait les glaciers les plus importants durant l'Holocène, donc c'est les 10 000 dernières années. Du coup, c'est pas forcément étonnant que juste après, les glaciers ont diminué. Là, on parle de quelque chose qui, d'un point de vue juste logique, c'est pas du tout étonnant. Le vrai, dérèglement, celui qu'on observe clairement, il se passe à partir de la fin des années 80. Donc, depuis une trentaine d'années, il y a eu un déclin des glaciers très prononcé, qui se prononce et qui est encore de plus en plus prononcé, qui est directement lui-même lié à l'augmentation des températures. Hein. Il suffit de regarder un graphe des températures moyennes, c'est une courbe qui augmente et qui est clairement pas du tout dans la norme. Et cette chose-là est elle-même directement reliée à l'augmentation donc, du taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Donc finalement, la formule est relativement simple entre la cause et la conséquence. Les glaciers sont une icône du réchauffement climatique parce que c'est frappant. Je pense que dans l'imaginaire commun, les glaciers sont tellement associés en fait au climat et effectivement au réchauffement climatique. Évidemment, le réchauffement va avoir un certain nombre d'impacts sur les glaciers, mais je pense que les glaciers c'est plus l'emblème. Et ce que je regrette un petit peu, parce que c'est pas que ça non plus. Je travaille sur des glaciers dans le passé. On ne parle pas forcément toujours que de réchauffement climatique, c'est beaucoup d'autres choses. Maintenant, par rapport aux conséquences concrètement sur le paysage, on pense évidemment aux ressources en eau, parce que les glaciers sont des vrais tampons, c'est des vrais réservoirs. Ils permettent de gérer l'hydrologie, puisqu'ils accumulent de l'eau, qui lui-même va être redonnée au système avec un certain temps. Évidemment, des conséquences sur le tourisme, les conséquences sont vraiment multiples. C'est de plus en plus difficile de nier l'évidence, notamment quand le réchauffement climatique, maintenant, depuis quelques années, nous tombe devant les yeux, puisque maintenant on subit des canicules de façon régulière, et le retrait des glaciers, l'augmentation des températures est actée, documentée. C'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à nier. Néanmoins, je pense qu'une difficulté, notamment pour communiquer sur le sujet, c'est un sujet qui est très traité, sur lequel on peut entendre beaucoup de choses. Une des grosses difficultés, c'est de pouvoir contextualiser certains faits qui, pour certains, ne sont pas faux, mais qui peuvent être très trompeurs. Guillaume Jouvet, les glaciers sont en train de fondre, mais c'est pas nouveau. Non, mais qu'attendez-vous de moi? Mais que vous contextualisiez ces faits, justement, qui ne sont pas faux, mais qui sont terriblement trompeurs, comme, redevenons sérieux, les glaciers fondent, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la rapidité du changement qui est complètement inédit, à quel point ils fondent, et c'est le fait que maintenant il y a cette composante nouvelle qui est le CO2, donc on n'a jamais eu durant le dernier million d'années un taux de CO2 au-delà de 400 ppm, c'est un taux de concentration de nombre de particules dans l'air. On est dans une situation, on n'a pas d'analogue. Dans le passé, on a une relation très clairement établie entre les gaz à effet de serre et la température moyenne. La température est le premier contrôle. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les précipitations qui vont déterminer qu'un glacier va typiquement fondre, se retirer ou avancer. Et en réponse à ça, les températures augmentent, les glaciers se retirent. On est passé vraiment en quelques décennies à une situation de glacier sain à une déroute complète. Autre fait à contextualiser, le climat a déjà subi des variations. Alors oui, c'est vrai, le climat a toujours varié. D'ailleurs, ça c'est un des grosses avancées des dernières 30 années, c'est ces carottages qu'on a en Antarctique qui nous donnent une connaissance incroyable du climat sur quasiment les 800 000 dernières années. On a aujourd'hui des enregistrements, des idées de température moyenne, mais aussi de gaz à effet de serre. Le problème actuel, c'est la rapidité du changement, mais surtout l'arrivée d'un nouveau paramètre qu'on n'avait pas du tout dans le passé, qui sont les gaz à effet de serre, et qui changent la donne. Allez, encore un fait, une vérité qu'il faut replacer dans un contexte actuel. Les ères glaciaires se sont toujours succédé. Attendons la suivante, elle arrivera bien. C'est très intéressant parce que physiquement, si on regarde les courbes, on avait ce cycle répétitif, 100 000 ans de froid, je résume un peu, mais 100 000 ans de froid, 20 000 ans de chaud, 100 000 ans de froid, 20 000 ans de chaud, on arrive au bout de 20 000 ans de chaud. Donc la logique voudrait que dans les prochains millénaires, on devrait à un moment retomber dans une période glaciaire. Le problème, c'est que cette température, elle est principalement jusqu'à maintenant, c'était l'influence donc de paramètres orbitaux, de légères variations sur des orbites de la Terre ou du Soleil, qui fait qu'on pouvait avoir des quantités d'énergie qui varient de façon régulière. Alors que le gaz à effet de serre veut jouer un rôle passif. Maintenant, il domine ces paramètres. Maintenant, le gaz à effet de serre qui est lié à l'activité humaine devient plus fort que le forçage naturel qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et ça, c'est modélisé. Il y a eu même des études qui ont essayé de prédire le prochain âge glaciaire. Et c'est très clair qu'avec le taux de CO2 actuel, concrètement, on ne peut pas entrer dans un âge glaciaire, à moins de pouvoir le réduire dramatiquement. Ce qui va être quand même difficile, non ? Ce qui dépend de nous.
Finalement, si nous, Suisses, le faisons pas, qui va le faire? C'est vraiment à nous, pays industrialisés, pays les plus riches au monde, à entamer ce mouvement. On peut réfléchir, on inclut typiquement d'avoir une hygiène de vie individuelle, on peut aussi avoir une hygiène de vie collective et faire des choses qui sont juste du bon sens. Est-ce que finalement ça va vraiment changer mes vacances si je les passe à côté en Suisse? En plus on a de la chance d'avoir des belles montagnes plutôt que d'aller de l'autre côté de la planète, je crois pas. Voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont liées au bon sens et je pense que c'est important de commencer à réfléchir, à quantifier, que chaque chose on puisse attribuer en fait un chiffre, parce que ce chiffre est important. Il y a vraiment 2-3 leviers qui sont vraiment très importants, qui sont le transport, la consommation, qui sont vraiment les leviers essentiels et qui peuvent vraiment améliorer les choses. Tu triches. Que dites-vous à ceux qui pleurnichent sur l'état des glaciers et qui prétendent surtout qu'ils sont foutus? Non, c'est pas vrai. Les glaciers sont pas foutus. Il y a effectivement un effet d'inertie qui fait que le climat, l'influence sur les glaciers, c'est une grosse machine qu'on peut pas arrêter du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'était l'objet d'une étude qu'on a réalisée ici à l'Université de Lausanne. Bon, on a quantifié que si on pouvait arrêter le réchauffement demain, on perdrait, quoi qu'il se passe, on perdrait 1/3 du volume. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 2/3. Donc il ne faut pas non plus voir ça comme étant une fin en soi. Par contre, effectivement, les efforts sont importants à faire pour essayer de les réduire au maximum. Parce qu'on a une vraie différence quand on fait des scénarios climatiques, quand on fait des prévisions jusqu'à 2100, on a différents scénarios qui sont basés sur différentes trajectoires de gaz à effet de serre, et il y a une différence quand même qui est significative entre le pire et le meilleur. Donc non, c'est pas du tout, les choses ne sont pas écrites. Il y a une partie qui est malheureusement déjà engagée, comme je l'ai expliqué, due à l'inertie du glacier. En 1750, les températures ont commencé à augmenter et les glaciers ont continué à avancer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que même si on arrêtait aujourd'hui, les glaciers continueraient à se retirer, parce qu'eux-mêmes ont cette inertie. Oui. Il y a un consensus de la communauté scientifique très très large sur où on va, en tout cas dans la direction dans laquelle on va. Derrière la science, il y a une manière de présenter les résultats, de les publier, de se faire référer par les pairs. Comme partout, il reste des débats, on ne connaît pas notre trajectoire avant, même quand on fait des modèles, des fois on a des exercices de modélisation, chaque collègue y va de son modèle, on n'a pas des résultats qui sont toujours concordants, mais tout le monde va dans la même direction. Ça, c'est important de le dire. Je m'appelle Guillaume Jouvet, donc je suis glaciologue et je suis de formation mathématique parce que beaucoup de mon travail, c'est la modélisation des glaciers, donc à savoir décrire typiquement des processus glaciaires et les reproduire avec des outils informatiques, donc vraiment modéliser, simuler des évolutions glaciaires en fonction de certains climats. Donc ça peut être dans le passé, donc reconstruire l'état des glaciers sur l'Europe pendant le dernier cycle glaciaire, au moment où les glaciers étaient partout, ou dans le passé récent ou dans le futur. C'est le moment de découvrir la fabuleuse Ice Age Cam. Guillaume Jouvet a co-dirigé le projet qui permet une vue interactive sur les périodes glaciaires et le changement climatique de manière extrêmement ludique. Donc c'est une grande machine, c'est un grand écran qui est installé sur les hauteurs de Zurich, dans un endroit où typiquement c'est un peu l'attraction des Zurichois le dimanche. On monte là-haut, on prend un peu l'air, on mange dans un bon restaurant et on arrive devant cette machine qui a pour but en fait de sensibiliser les gens bien sûr au réchauffement climatique, mais d'abord de contextualiser le réchauffement climatique dans les temps très anciens. C'est vraiment le but de cette machine, avec en arrière-plan l'idée de pouvoir donner des réponses à des conceptions qui sont peut-être un peu rapides, qui ont tendance à relativiser, alors que si on les contextualise dans le temps très long des glaciations, ça permet de répondre à beaucoup de questions. Donc concrètement, c'est une machine qui a 2 pompes au pied de la machine. Et le public est invité à jouer avec.
pour suivre la courbe du CO2. Donc il y en a un qui tire dans un sens et l'autre qui tire dans l'autre. Le but est de suivre la courbe du CO2 durant le dernier million d'années. Donc c'est une manière un peu ludique de comprendre un peu quelle était la variation du climat pendant le dernier million d'années, parce que la courbe du CO2 a suivi celle des températures. En arrière-plan, sur la machine, on va voir les glaciers qui arrivent sur Zurich. Évidemment, dans les périodes froides, on va voir les glaciers qui vont arriver, qui vont même recouvrir Zurich, et pendant les périodes chaudes, on va voir le glacier qui va se retirer. Donc il y a toute une partie de jeu qui permet vraiment de mettre en relation les températures, le CO2 et l'évolution des glaciers. Puis ensuite, une fois qu'on a bien joué, on peut prendre un selfie avec derrière les glaciers sur le paysage de Zurichois. Et puis, de façon plus importante, c'est que ça permet aux visiteurs de voir l'évolution du CO2. Ça leur permet aussi de constater à quel point l'évolution du CO2 actuelle est très largement une anomalie par rapport à ce qu'on a pu voir sur le dernier million d'années. Les gens s'interrogent beaucoup sur oui, mais dans le passé, c'était comment ? On revient toujours au passé parce que c'est le passé qui est notre référence. Et c'est là où il y a beaucoup de fausses réponses, des fois, en tout cas des réponses qui ne sont pas pertinentes. Et c'est là où on peut vraiment apporter quelque chose au public, parce que nous, ce qu'on montre, c'est l'évolution du paysage. On montre l'évolution des glaciers sur le dernier cycle glaciaire, voire même plus, donc sur 100 000 ans. Et du coup, on a directement une visualisation que tout le monde peut comprendre, qui permet de dire « Ah oui, sur les 10 000 dernières années, il y a eu relativement peu de changements. » Du coup, ça fait réaliser la soudaineté en fait, des changements actuels. Une composante du projet IceEdgeCam, justement, c'est qu'en fait, on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir générer des images satellites. Typiquement, si un satellite passe au-dessus de la Terre il y a 24 000 ans, qu'est-ce qu'il voit ? Et pour ça, on utilise donc de l'intelligence artificielle générative, de la même manière que on peut l'utiliser aujourd'hui avec ChatGPT ou DALL-E. Je vois vraiment l'intelligence artificielle, ce type d'intelligence artificielle très très bénéfique parce qu'elle permet vraiment de fortement améliorer la visualisation, qu'on ne soit pas forcément basé que sur des visualisations scientifiques un peu abstraites pour des gens, mais vraiment là on a une image satellite, dire voilà ça ressemblait à ça, la Suisse ressemblait à ça, quelqu'un peut zoomer vers chez lui, se dire ah oui d'accord, voilà il y avait un glacier qui arrivait au pied de ma porte. Donc cette composante est une grosse partie du projet IceEdgeCam. Moi, j'aime bien, notamment dans les animations qu'on fait, les expositions qu'on fait, j'aime bien montrer que les glaciers, c'est pas forcément que le réchauffement climatique. D'ailleurs, l'essentiel de mon travail, c'est pas forcément... Je suis pas un chercheur en réchauffement climatique. On traite ce sujet parce qu'il est important, évidemment, mais on fait beaucoup de choses qui sont attraits au passé, à comment est-ce que les glaciers ont formé nos paysages. Donc, je suis assez investi pour créer des attractions dans des musées, comme le projet IceEdgeCam ou d'autres choses, justement pour communiquer et puis finalement voir les glaciers dans leur ensemble. Et puis, quand on a un peu d'attention des personnes, et ben, d'en profiter pour aussi faire de la prévention et d'expliquer. Et c'est ça l'intérêt aussi de modéliser le passé comme le futur, c'est que le passé, encore une fois, nous sert vraiment à contextualiser le présent et le futur. Pour terminer, qu'est-ce qui vous fait fondre dans la vie, Guillaume Jouvet ? Qu'est-ce qui me fait fondre dans la vie ? Je vais répondre quelque chose de classique. Ce qui me fait fondre dans la vie, c'est de pouvoir me promener en montagne, dans une montagne saine, avec des glaciers et d'en profiter en famille. Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.